Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation et une explication du jeu de plateau Big Trouble in Little China. Un jeu qui fait référence au film du même nom, qui en français s'appelle Jack Burton dans les griffes du mandarin. Donc un action movie, buddy movie des années 80-90 je pense, 90. Créé par Boris Polanski, Chris Batarlis, par la boîte d'édition Everything Epic, à qui l'on doit également Secrets of the Lost Tomb, un jeu Rambo, je crois qu'il y a en ce moment, et dernièrement un jeu que j'ai présenté sur ma chaîne, Metal Down. Ce jeu est un hommage au film. Il va reprendre beaucoup d'éléments du background du film, il va en rajouter, il va vraiment respecter la licence, et c'est en gros, vous avez le film dans une boîte, avec tout ce qui fait le sel du film, le côté marrant, le côté action, vraiment tout. C'est un très bel hommage. Et je vais vous présenter ce jeu tout de suite. Donc l'histoire de Big Trouble in Little China, ça se passe dans Little China, c'est Chinatown, et on a un petit prologue expliqué dans le jeu pour ceux qui ne connaissent pas le film. Donc en fait, plusieurs années auparavant, le peuple des ressortissants du peuple chinois sont venus aux États-Unis, en Amérique, pour commencer une nouvelle vie à San Francisco. Donc effectivement, le quartier a récupéré plusieurs personnes, et donc avec ses traditions, avec ses croyances. Et ici, dans ce quartier, il y a une personne importante, un sorcier fantôme, qui s'appelle David Lo Pan, c'est le parrain du monde souterrain, qui a construit son empire du mal, et qui a utilisé comme couverture la Wing Kong Trading Company et ses hommes de main pour mettre la main sur Chinatown et pour contrôler Chinatown. Une résistance s'est montée, notamment contre Lo Pan, donc notamment le gang Chang Xing qui lutte contre les hommes de main de Lo Pan, et donc l'équilibre s'est un peu créé dans le quartier grâce à ce gang. Mais dernièrement, Lo Pan est sorti de sa retraite des ombres pour faire pencher la balance en sa faveur, et il a envoyé ses bouffons, ses hommes de main, les Lords of Death, pour kidnapper une fille dans Chinatown. Et c'est une fille d'origine chinoise avec des yeux verts, donc ayant rapport à une prophétie. Et évidemment, quand on commence le jeu, et quand le film démarre, on retrouve Wang Shi, un jeune homme très correct, qui connaît Jack Burton, c'est un vieux pote, à qui il doit d'ailleurs de l'argent, suite à des jeux d'argent. Jack Burton est un routier, et il attend justement sa copine qui doit arriver à l'aéroport aujourd'hui, et sa copine a une particularité, elle est très belle, et elle a les yeux verts. Donc évidemment, tout ne va pas se passer très bien quand ils vont aller la chercher à l'aéroport. Le gang des Lords of Death est là pour attendre la fille, et donc va s'en suivre une poursuite, un kidnapping et différentes aventures. Et c'est exactement ce que va vous faire vivre le jeu de plateau, à savoir que la fille a été kidnappée, et que Wang Shi va vouloir la retrouver, Jack va l'aider, et ils vont comme ça rencontrer les gangs, rencontrer Lo Pan, et différentes choses surnaturelles. Donc la fille s'appelle Miao Yin, et ils vont devoir la retrouver, malgré toutes les embûches qui arrivent sur leur chemin. Voilà pour le topic du jeu. Le jeu en lui-même, on retrouve Chinatown, et ses différentes boutiques, ses différentes cartes, ses différentes zones. Donc la carte en elle-même, elle se présente comment, le plateau se présente comment? On a ici, je vais zoomer un petit peu, le plateau, on va avoir différentes notions de jeu sur le plateau. On va avoir des zones, en fait chaque bâtiment va être une zone. À l'intérieur de ces zones, vous avez des lieux, des spaces, donc des lieux dans lesquels on va pouvoir se déplacer. Les rues représentent une zone avec plusieurs lieux, évidemment. Donc quand on est sur un lieu ici d'une rue et un lieu ici, on se retrouve tous les dans la même zone. C'est important, on le verra plus tard pour le déplacement des minions.
Certaines zones ont des actions possibles, on verra comment on les active. Et donc c'est là-dessus que va se dérouler l'acte 1. Pourquoi l'acte 1? Parce qu'en fait le jeu se décompose en 2 actes, comme un peu Metal Dawn. Un acte 1, on va faire des quêtes, on va essayer de courir après la fille justement, et l'acte 2 dans lequel on va rencontrer Lopan. Alors l'acte 2, le plateau est de l'autre côté, on le verra quand on fera l'acte 2. En gros, on est dans le temple de Lopan sur 3 niveaux, et on aura dit, le gameplay sera un tout petit peu différent au niveau des objectifs, mais pas des mécaniques. Sur le plateau, on a une piste de menace qui est ici, et une piste d'audace qui est ici. La piste de menace, elle va servir à indiquer la menace de Lopan. Si jamais elle atteint le marqueur qui se trouve ici, arrive dans la zone centrale, on passe directement à l'acte 2. On fait le setup de l'acte 2 en fonction de ce qui sera passé dans l'acte 1, et on passe à l'acte 2. Idem, si la piste d'audace arrive ici, donc en plus du gain de 10 chi, on verra ce que c'est après, on passera à l'acte 2. Donc ici en gros, c'est les actions bénéfiques des héros, et ici c'est la menace permanente amenée par des cartes Big Trouble, on verra à quoi elles servent. On a des cartes L, les cartes L c'est des entre malédiction et en fait on en récupère souvent, on en récupérera à chaque fois qu'on va mourir. Si notre personnage meurt, on va pas mourir directement dans le jeu, mais on va récupérer, on va revenir et on va récupérer une carte L. Donc avec évidemment un effet négatif permanent. Le jeu va se jouer avec des figurines. Donc, les figurines d'héros sont en plus clair. Ici on a Jack Burton. C'est pas de la grosse figurine au niveau détail, mais c'est largement suffisant. Je pense qu'une fois peintes, elles seront sympas. Ici on a Wang Chi. Donc la personne dont la fiancée a été kidnappée. Et on va avoir différents minions et différents boss. Un des boss. Et c'est exactement, on retrouve exactement les minions et les personnages qu'on voit dans le film. Un gardien, c'est une sorte d'œil, un gros blob avec des yeux. Le gang des Lords of Death. Et puis différents, ça c'est des gardes. Des mecs avec des pistolets, voilà. Donc différents types de minions. Et évidemment, Lopan, le sorcier. On va attaquer directement les règles en présentant d'abord les personnages, les joueurs vont jouer des personnages, les quêtes, parce que le but des personnages dans l'acte 1, ça va être de résoudre les quêtes principales et la quête d'un des boss, les quêtes génériques également. Ensuite, nous verrons le tour de jeu, et ensuite, nous passerons à la partie. Donc tout de suite, les règles. Donc pour parler des règles, on va tout d'abord parler des fiches de personnages, parce que chaque joueur, ou un joueur qui gère plusieurs personnages, va avoir à gérer des personnages sur une fiche de personnage qu'on retrouve ici. Donc ici c'est Wang Chi. Je vais la mettre ici, et je vais zoomer dessus. Voilà. Comme ça, on la voit bien. Donc, le nom du personnage. 3 lignes qui représentent les différentes caractéristiques du personnage, sans valeur précise. Hein. Une valeur de corps, une valeur de mind, c'est un peu l'esprit, et le spirit. La défense, les points de vie, avec un petit marqueur de points de vie, les points de chi, avec le marqueur de points de chi. Et un niveau de personnage. Les personnages vont pouvoir évoluer dans le jeu et vont pouvoir augmenter leur niveau et augmenter leur capacité. Donc au début du jeu, on commence au niveau 1, et en fonction du nombre de joueurs que l'on va avoir dans le setup, on commencera à un niveau supplémentaire. Donc à 2 joueurs par exemple, on commencera directement au niveau 2, en ayant pris les différents upgrades. Donc l'upgrade, comment ça se passe, je vais en parler tout de suite. Ici au niveau 1, il y a marqué plus une carte. Les cartes, ce sont les cartes compétences, on en a 4, il y a ces 3 là, j'en ai déjà sélectionné une, et une autre ici.
Chaque carte a une face normale et une face épique. Donc quand un niveau nous indique qu'on peut prendre une carte, on peut prendre une nouvelle carte, parmi celles qui sont encore disponibles. Donc là, admettons qu'on prenne celle-là, pour le niveau 1. Et en niveau 2, je ne sais pas pourquoi je le prends, largement. En niveau 2, on va pouvoir prendre une nouvelle carte, donc parmi les 3 qui me restent, ou retourner la carte existante sur sa face épique. C'est ce que je vais faire avec ce personnage-là. Je vais retourner la carte côté épique. C'est exactement le même pouvoir amélioré. Donc ici, par exemple, on avait un dé de combat en plus. Quand je retourne la carte, je gagne l'habilité de combat à distance et un dé de combat en plus, enfin un dé de compétences de combat en plus, mais de type épique. Voilà, pour le côté épique de la carte. Donc voilà comment on va faire la progression de niveau, sachant qu'on peut aller jusqu'au niveau 6, et que tous les niveaux impairs, on va pouvoir gagner un dé. Mais ce sera un choix, ce sera soit une carte, soit un dé en plus d'action. Et j'en viens tout de suite aux dés d'action. Les dés d'action, ce sont des dés rouges, comme ceci, qu'on va lancer au début de son tour et qu'on va utiliser pour faire nos actions. Donc les emplacements qui sont ici vont permettre de dire, je vais mettre les dés body, donc ceux qui ont cette petite marque, dans cette rangée-là, les dés mind dans cette rangée-là, et les dés spirit dans celle-ci. Je ne pourrais pas intervertir. Chaque dé permet de faire une des actions disponibles dans le jeu. Donc le dé n'indique pas l'action que l'on fait, mais indique seulement quelle est la compétence qu'on utilise pour cette action. Et en fait, on va avoir 2 manières de faire une action. La manière normale, donc quand je place mon dé dans un slot normal, qui n'est pas entouré en jaune par exemple, ou en rouge, c'est-à-dire de la couleur du plateau du joueur, et bien je vais faire l'action que je choisis de façon normale. Quand je vais placer mon dé, alors si jamais c'était une version épique, ici, dans un emplacement qui est entouré d'une couleur, c'est que je fais l'action, mais version épique. Et en fait, chaque action va avoir une résolution normale ou épique, et on va voir les actions dans le tour de jeu. Et donc ça veut dire que mon nombre d'actions disponibles va dépendre des dés que je vais lancer. Donc parfois, au début du jeu, on commence avec 4 dés. Parfois, on aura des dés bonus qui sont amenés par des personnages supplémentaires. Et en montant de niveau, on va pouvoir récupérer d'autres dés. Donc par exemple, le niveau 3 nous permet de choisir entre avoir un dé d'action en plus, une carte en plus, ou retourner une carte que l'on a déjà. C'est au choix. Par contre, une fois que le choix est fait, on ne revient pas en arrière. Et le niveau 5 nous permettra également d'avoir un dé supplémentaire. Donc ça, c'est pour les fiches de personnage. Donc les fiches de personnage n'ont pas de caractéristiques en elles-mêmes. Ce qui va définir le personnage, c'est plus les cartes actions auxquelles il a le droit, et que l'on pourra choisir. Donc d'une partie à l'autre, on pourra décider de l'évolution de son personnage, en fonction des besoins du scénario ou de son style de jeu, et du rôle que l'on va jouer dans la partie. Jack Burton a également son plateau, et les endroits où c'est entouré ne sont pas les mêmes que sur la fiche de Wang Shi. Hop. Donc en fonction des personnages, on n'utilisera pas les mêmes slots pour sélectionner une action de type épique ou pas. On reviendra sur les actions disponibles pendant le tour de jeu. Également pour les personnages, on va avoir 2 choses en plus. Une carte, je la mets ici. Alors, une carte recto verso qui a d'un côté une compétence de coopération et de l'autre côté une compétence spéciale. Au début du jeu, le joueur choisit, donc il n'y a qu'un seul joueur, c'est plus facile, mais le joueur choisit le côté qu'il veut jouer, soit la version coop, soit la version action spéciale. L'action spéciale, on va mettre un marqueur dessus, de ce type-là. Je crois que c'est le logo qu'il y a sur le camion de Jack Burton dans le film. Donc on va mettre ce petit marqueur-là, et quand on utilisera l'action spéciale, donc c'est une fois dans la partie, on retournera ce marqueur.
Et on pourra faire l'action. Donc l'action, c'est souvent une action puissante qu'on pourra faire une fois dans la partie. De l'autre côté, la compétence coop, et on va pouvoir l'utiliser autant de fois qu'on veut si on se retrouve dans la condition indiquée sur la carte. Donc ici, quand Jack partage un lieu, donc un lieu qui est délimité par des lignes simples, avec un autre personnage, avec un autre héros, il va gagner un succès pour tous les lancers de combat. Donc ça peut être un avantage si on se trouve dans le même espace qu'un autre, sinon il n'y a pas de bonus. Donc ça c'est une des premières cartes qu'on a pour chaque personnage. Évidemment, les habilités, les compétences coop et les compétences spéciales sont différentes pour chaque personnage. On a également des cartes compagnons. Les cartes compagnons, elles viennent si jamais on joue à moins de 4 personnages. Si on joue les 4 personnages, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de carte compagnon. Si on joue à moins de 4, en fonction du nombre de joueurs, on va sélectionner des cartes compagnons. Donc ici, je suis en configuration de joueurs, enfin 2 personnages plutôt, on va parler de personnages. Et donc chacun de mes personnages va prendre une carte compagnon. Donc là, j'ai choisi Exchange pour accompagner Jack, et j'ai choisi Gracie pour Wang Shi. Alors, ces cartes compagnons, qu'est-ce qu'elles font? Elles ajoutent un effet permanent au personnage en jeu, donc ça permet de rééquilibrer en fait le jeu quand il y a moins de personnages. Alors on verra que pour le coup, apparemment, selon certains forums, ça peut paraître plus facile quand on est à moins de personnages, grâce aux compagnons justement, donc on peut très bien les jouer sans ou en jouer un de moins. Donc, mais ici, ça rajoutera un dé d'action pour le pool de dés du personnage, donc on avait dit qu'on commençait avec 4 dés, directement, là dans ma partie, je vais commencer avec 5 dés. Et en plus, on a un gain de 1 dé de compétences pour tous les combats à distance. Pour Gracie, on gagne le dé et un succès pour tous les jets de défense. On reviendra dessus au moment des actions. Et en plus de ça, chaque compagnon a une compétence spéciale, utilisable une seule fois, c'est-à-dire que quand on l'utilise, on retourne la carte. Là, c'est marqué « Utiliser ». Par contre, on a toujours le bonus qui se trouve au-dessus. Donc voilà pour les compagnons. Pour les personnages, on a fait le tour. On va passer maintenant à la piste de destin. La piste de destin, c'est ça. Donc la piste de destin a 6 emplacements pour mettre des dés et 6 dés noirs. Qu'est-ce qui se passe? Au début de l'acte 1, on va lancer les 6 dés et les placer sur le plateau comme ça, mais pas dans les emplacements. Ces dés sont des dés d'action ou de compétences. En fonction du symbole, on sait que c'est un dé d'action ou un dé de compétence. Ici, c'est des succès, par exemple. C'est le symbole des succès. Donc ici, c'est 2 succès, 2 succès, 2 succès. Ici, c'est le symbole de body. Ici, le symbole de spirit. Et ça, c'est le dragon, c'est le symbole joker, en fait. Donc, ces dés sont disponibles pour les héros en cours de jeu. Pendant leur tour, ou pour faire une action, ils peuvent décider, pendant leur tour, ils peuvent décider d'utiliser un dé de destin pour améliorer leur tour, pour faire des actions supplémentaires, pour garantir des succès. Quand ils font ça, ils vont utiliser le dé de la manière que l'on doit utiliser le dé, donc ici pour avoir des succès en plus, et ici pour avoir un dé de double action en plus. Ça veut dire qu'il comptera double pour l'action que l'on fera sur notre plateau de joueurs. Mais à la fin de son tour, quand on a utilisé un dé du destin, on va le lancer et le placer dans l'emplacement, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au fur et à mesure du jeu. On peut commencer par le 1 et en allant jusqu'à 6. Et en fonction du résultat du lancer, le destin sera favorable ou non au personnage. Ici, on a les symboles qui font que on va payer d'avoir utilisé le destin. Donc si on tombe sur le dragon, quand on relance le dé, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé, j'ai par exemple utilisé le dragon, pour avoir un dé de plus d'action en fait. À la fin de mon tour, je lance. Ici, j'ai le symbole de parchemin, c'est quoi? C'est Mind, qui se trouve sur la ligne du bas.
Donc ici, il y a marqué All Clear, pas de souci. Je place ici et il n'y a pas de problème. Par contre, si j'avais fait donc un succès, et que je mettais ici, il y a marqué Pay the Price, ça veut dire que là, c'est pas bon. Je le place dans le placement 1, parce que c'est le premier de libre, et je fais ce qui est marqué en face du numéro d'emplacement dans lequel j'ai mis le dé. Donc ici, ce serait par exemple 3 dégâts, 3 blessures pour tous les autres héros. Donc vous voyez que l'utilisation des dés du destin, il y a une chance qu'on ait besoin de le payer finalement. Donc c'est un moyen de pouvoir sortir de mauvais pas, mais avec parfois des conséquences. Ça, c'est pour la piste du destin. Je vais passer... Ah oui, on a vu les personnages. On va voir les quêtes. Les quêtes sont de deux types. Les quêtes principales. Ici. Alors je vais vous faire voir les autres. Ici, ici. Dans le jeu, quand on commence, donc ici c'est une configuration de 2 joueurs, hein, je vais la rappeler souvent, on va avoir une quête principale pour chaque héros présent. Donc ici j'ai Jack et Wang Shi, donc je vais avoir une quête pour chacun. C'est un choix parmi 2, je crois. Donc on tire au hasard la quête principale qu'on va utiliser, il n'y en a que 2. Et on tire une des 3 cartes de quête des boss. Les boss, ce sont les 3 sortes de 3 esprits. Il y a Lightning, Rain et Thunder. Donc on tire une des quêtes au hasard. Et systématiquement en jeu, on en aura 2 d'actives. Donc ça veut dire que sur les 3 ici, je vais en avoir 2 d'actives. Il y en a une qui sera cachée et qui sera active que quand l'une des 2 autres sera terminée. Ça, c'est la face quête non active qui va nous indiquer plusieurs choses. Le lieu de la quête, donc la zone, donc le bâtiment, et l'endroit, donc le lieu à l'intérieur du bâtiment, où on va placer un marqueur de quête. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Wang Shi, qui est ici, par exemple. Ouais, un marqueur de quête comme ça. Ensuite, le dessin, pour savoir à qui appartient cette quête. Il faut savoir que la quête des boss, par exemple, n'importe quel personnage peut la déclencher, alors que la quête de Wang Shi, il n'y a que Wang Shi qui peut aller déclencher cette quête, et la quête de Jack, il n'y a que Jack qui peut la déclencher. Ensuite, ici, on a les récompenses prévues lors des quêtes. Ici, on va pouvoir gagner entre 2 et 5 points d'audace. Donc, les points d'audace, je le rappelle, c'est ceux qui vont faire avancer la piste en haut, ici, pour faire avancer le marqueur. La piste d'audace, en avançant dessus, va nous faire gagner des points de chi, et les points de chi nous servent à augmenter le niveau de notre personnage. Et en plus, à se rapprocher de l'acte 2, au final. Donc en fonction de la quête, on va avoir un potentiel de gain de points d'audace, et vous verrez pourquoi c'est une fourchette de points, parce que c'est pas systématique. Et enfin, la récompense définitive de la quête, sous forme d'une carte spéciale. Ce sont des cartes récompenses qu'on a ici. Et en fonction du résultat de la quête, on prendra la bonne carte récompense. C'est pareil pour Jack, c'est pareil pour les boss ici. Alors je dis boss parce que c'est on va dire c'est les lieutenants de l'Opan. Pour chacune des quêtes, quand je vais déclencher la quête, c'est-à-dire que je vais arriver sur le lieu où se trouve la quête, sans dépenser de dés d'action, je vais pouvoir révéler la quête, et on va la retourner. Comment se déroule une quête ici? Je vais retourner les autres. Vous voyez qu'il y a des numéros sur le côté gauche, ce sont des chapitres. Et puis, on a parfois du A et du B, parfois pas du tout. Donc dès qu'on voit une lettre, ça veut dire que dans l'histoire, il y a un choix à faire entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire l'ensemble des actions qui sont indiquées dessus, mais en fonction des lettres, des choix qu'on va faire dans l'histoire, qu'une seule série des tests à faire. Donc parfois, ce sera des symboles précis à obtenir avec ces dés d'action. Donc je vais placer mon dé d'action, par exemple, pour faire la partie A du chapitre 4.1. Je vais devoir utiliser des dés d'action sur ma fiche de personnage qui vont correspondre à ça. Donc par exemple, voilà, et donc si j'arrive à avoir ça dans mon jet,
à l'utiliser au fur et à mesure, je vais pouvoir placer au fur et à mesure des petits marqueurs pour dire que celui-là est résolu. Donc par exemple, si dans mon action, j'ai pas tous ces symboles-là, mais j'en ai que 2 par exemple, bah, je pourrais quand même positionner des petits marqueurs pour dire que, ok, ça je l'ai fait. Il me reste celui-là à obtenir. Ici par contre, vous voyez que la version B, enfin le choix B, nous permet de mettre n'importe quel symbole, donc c'est peut-être plus simple, mais peut-être avec moins de récompenses. Mais bon, si on était que là-dessus, on se dirait, bah ok, la quête, on doit faire des tests et c'est tout. Non, c'est pas tout. En fait, chaque paragraphe et chaque nom de quête va avoir son équivalent dans le livre des quêtes du jeu. On a un questbook, et ici on décrit toutes les quêtes avec du texte qui raconte l'histoire de ce qui se passe, et pourquoi on le fait, et les choix que l'on a. Donc par exemple, si je prends la mission Bringing Home the Bacon de Jack, je la trouve dans le jeu. Voilà, ici par exemple. Ça nous dit déjà, donc vous voyez qu'il y a le nom des paragraphes qui sont ici, donc le 2.1, qui est bien le premier qu'on a ici, le 2.2 qui sera le suivant, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on aura 3 chapitres, 3 paragraphes, avec un final. Hop, avec un final ici. On a même un 2.4, et vous irez voir pourquoi un 2.4, parce que selon les choix que l'on va faire dans la quête, on sera peut-être amené à avoir une carte alternative de la quête. Donc ici par exemple, est-ce que je vais la trouver? Ouais. Donc voilà, j'ai la carte B qui peut venir en jeu selon les choix qu'on aura fait, on va voir dans le livre, avec une autre série de quêtes. Donc comment ça se passe? Eh bien, quand on retourne la quête, on va voir tout de suite le nom du paragraphe, on va lire le paragraphe, pour voir ce qui se fait, et parfois, bah, quand il y a des lettres, je vous dis, il y a un choix, on fait un choix. Donc ça nous dit qu'on fait le choix, on arrête de lire, et en fait, il faut résoudre les différentes tâches qui sont indiquées sur la carte pour que ce choix soit validé. Une fois qu'il est validé, on passe à la suite. Ça nous dit, si on a terminé ici, on continue ici. Si on a terminé ici, on continue ici. Et ça, ce serait pour toutes les quêtes principales. Donc c'est très sympa parce que ça fait un background important, ça fait un peu de narration, sans que ce soit trop gros, et ça reprend énormément les éléments du film. Donc sur les quêtes, on aura différentes choses à faire, soit avoir des symboles de dés d'action, soit parfois faire des tests de compétences. Donc un test de compétences, on va y revenir quand on fera peut-être les actions. Le test de compétences, grosso modo, c'est qu'on fait dans le jeu, on va avoir donc les dés d'action qu'on a présentés sur les fiches de personnages, mais on va également avoir des dés de compétences qui sont ici, qui vont représenter soit un résultat raté, une tête de démon, soit un succès, soit 2 succès. Et plus on lancera de dés, plus on aura de chances de faire des succès, et parfois on nous demandera d'avoir des succès, comme ici, il y a un skill check 6, ça veut dire qu'il faut obtenir un succès de 6, donc ce sera un des choix, ou sinon ce sera de réunir des dés d'action qui sont marqués en dessous. Et évidemment, dans le jeu, vous avez des éléments ou des cartes qui vous permettent d'améliorer vos succès sur des tests de compétences ou autres. Donc voilà pour les quêtes principales. Les quêtes secondaires. Les quêtes secondaires vont arriver sous cette forme-là. Donc les quêtes secondaires, en fait, on fait un avec toutes les quêtes secondaires qui existent, on les mélange, on fait 3 tas identiques, et en permanence, on aura 3 quêtes secondaires présentes sur le plateau. Une quête secondaire, il y a le petit marqueur ici, puisqu'on le repère comme ça sur le plateau. Donc dès que vous voyez un marqueur comme ça sur le plateau, c'est qu'il y a une quête secondaire à cet endroit-là. Quand un personnage se trouve dans le même lieu qu'une quête secondaire, de façon gratuite, il va pouvoir la révéler. La quête secondaire, ce qui est marqué ici, c'est pour la placer. On saura qu'elle commence dans la zone Egg-Foo Young Towers, dans l'emplacement numéro 2. Donc le Egg-Foo Young Towers, il se trouve ici sur le plateau, par là, dans l'emplacement numéro 2. Et qu'en S9, donc dans la rue, dans les streets, en S9, on placera une caisse d'équipement. Les caisses d'équipement, hop, elles sont comme ça.
Et c'est pareil, quand on se trouvera dans un emplacement avec une caisse, de façon gratuite, on pourra révéler ce qu'il y a dessus et récupérer l'équipement. Si c'est un équipement, parfois ça peut être des minions de Lopan qui sont présents. Et derrière, une fois qu'on a révélé la quête, on retourne, et c'est pareil, on aura un petit texte d'explication et des choses à faire pour réussir la quête. Donc voilà pour le système de quête et les personnages. Donc votre objectif dans l'acte 1, ça va être évidemment de résoudre le maximum de quêtes principales. Secondaires, donc on voit bien que les récompenses des quêtes secondaires vont être sous forme de points de chi ou d'équipement. Les récompenses sont plus importantes sur les quêtes principales, mais les quêtes principales sont plus longues à faire. Et en plus de ça, en plus de ces quêtes à les réaliser, le quartier de Chinatown sera arpenté par des minions qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont venir vous chercher pour vous mettre minable. Donc ce que l'on va faire, j'ai présenté ça, les cartes mignons, est-ce que je présente les cartes mignons? Oui, je vais pouvoir présenter les cartes mignons. Les cartes mignons, donc vont correspondre au type de minions qu'on peut rencontrer dans le jeu. Donc en fonction du setup, on va avoir des cartes mignons qui sont en style difficile, et d'autres qui sont en style normal, en bleu. Donc là, en configuration de joueur, on avait 2 cartes mignons parmi les 6, qui devaient être remplacées par leur équivalent en mode difficile. D'accord? Donc ce sera jamais, d'une partie à l'autre, ce ne sera jamais les mêmes minions qui seront en mode difficile, dans une partie à 2 joueurs par exemple. Dans une partie à 4 joueurs, tous les minions sont en mode normal par contre. Les minions, comment ils sont présentés? Je vais mettre 2 cartes qui ont des aspects différents, ou même une troisième avec lui. Hop. Et je vais zoomer dessus. Donc chaque carte mignon a son équivalent en figurine, évidemment. Je vais vous le trouver. Donc ici, c'est celui Cassikou. Vous voyez, on connaît bien la figurine par rapport à la carte. Pour les hachettes, c'est pareil, on reconnaît bien la figurine avec les hachettes. Et pour le gardien, bah, pas de souci non plus. On reconnaît bien le gardien. Donc pas de problème pour se repérer sur le plateau, pour savoir qui fait quoi et qui a quelle compétence. Chaque carte de minion est faite de la même façon. En haut à gauche, son nombre de zones de déplacement. Donc les zones, c'est les espaces là. Enfin, je vous les fais voir ici. Hop, ça c'est des espaces qui sont séparés par des traits simples. Donc son nombre de cases de déplacement quand il doit se déplacer. Ensuite, en dessous, vous avez sa valeur d'attaque et son type d'attaque en même temps. Quand c'est un point, c'est une attaque au corps à corps. Ça veut dire que le minion doit se trouver sur la même zone, sur le même espace qu'un héros pour l'attaquer. Sinon, il ne peut pas l'attaquer. Donc la force d'attaque, c'est le nombre de dégâts qu'il va lui faire si le héros ne se protège pas, ne se défend pas, ou n'arrive pas à se défendre. Parfois, vous avez le symbole de balle, c'est pareil, c'est comme pour les héros, ça indique que le minion peut faire une attaque à distance. Donc il n'a pas besoin de se trouver sur le même espace que le héros, il peut se trouver à un certain nombre de lieux de distance en ayant une ligne de vue. Donc ici, par exemple, à 4 de distance, lui, il pourra attaquer un héros. Le gardien, c'est au contact, mais c'est un cas spécial, c'est-à-dire que lui, pour son attaque, en fait, il va faire arriver de nouveaux minions. En fait, il va donner l'alerte. Ils servent d'alerte surtout, les gardiens. Donc voilà, ici, parfois, vous n'avez pas un montant, mais une activité spéciale qui est indiquée ici. Ensuite, au centre, ici, vous avez la défense du minion. La défense, c'est celle qu'il faudra égaler ou battre pour éliminer un minion. Donc ici, j'ai besoin d'avoir 3 succès en combat, ici 5 succès, ici 4 succès. Si je fais moins, le minion n'est pas supprimé. Et si je fais moins, ça veut dire que je rate mon attaque, et qu'à ce moment-là, strike back, le minion fait une contre-attaque s'il le peut. À savoir que si j'attaque à distance un minion qui est en attaque au corps à corps, il ne déclenchera pas son activité de strike back. Sauf si je me trouve sur la même zone que lui et que je fais l'attaque à distance. Par contre, un minion qui a l'attaque à distance et sur lequel je rate mon attaque, lui, il pourra faire la contre-attaque et utiliser son action de contre-attaque. Donc c'est pareil, le gardien, si on rate l'attaque sur le gardien, il a une contre-attaque, il fait arriver un nouveau minion. Tiré aléatoirement. Et enfin, à droite, il y a marqué Defeated, c'est que quand on bat un minion de ce type-là,
on gagne des points de chi, et donc on va pouvoir augmenter nos niveaux. Voilà pour les minions, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On viendra après dans le tour de jeu voir la séquence et comment ils font leurs attaques, comment nous on se défend. Donc les cartes minions sont rassemblées, hein, c'est pas un tirage aléatoire de cartes minions, c'est qu'en fonction de leur arrivée sur le plateau, on pourra les installer pour avoir leurs caractéristiques. Dans le jeu, dans l'acte 2 surtout, alors peut-être parfois dans l'acte 1 aussi, mais dans l'acte 2, on aura les boss qui sont ici, qui sont sous la version cartonnée de la fiche, qui ont un peu les mêmes indications. Le déplacement, le type d'attaque et la valeur d'attaque, vous voyez que c'est quand même assez balèze, mais c'est rien par rapport à Lightning, hein, qui a 7 en attaque à distance. Une contre-attaque également. À chaque fois qu'on va lui faire, lui, un dégât, par contre, on va gagner 4 chi. Donc ça veut dire que lui, ici, il a des points de vie. La différence avec les minions, c'est qu'ils ont des points de vie. Donc à chaque fois qu'on va passer au-delà de leur défense, on va leur faire un point de dégâts. On a des marqueurs pour marquer ici les points de dégâts. Les points de dégâts disponibles seront en fonction du nombre de joueurs. Vous voyez qu'il y a un emplacement Director's Cut. C'est parce qu'on a une version ultra hard du jeu en Director's Cut, qui peut être sympa si vous trouvez que le challenge est trop simple. Et une activité spéciale qui indique là ici qu'à la fin de chaque round, chaque personnage, chaque héros dans sa ligne de vue prend un dégât par les éclairs. Donc ça sera pour les boss. Vous avez les différents boss du jeu et notamment Lopan également qui lui n'interviendra que dans l'acte 2. Et Lopan dans l'acte 2, il aura une face fantôme, c'est la phase de départ, et une fois qu'on aura réduit ses points de vie à 0, vous voyez que c'est marqué ici, flip over, hop, on tourne la carte, et on aura à combattre le Lopan de chair et de sang, pour l'éliminer et gagner la partie. Donc voilà, petit aparté sur ces cartes boss. On a des petits marqueurs ici, donc vous avez vu les petits marqueurs verts que je vous ai indiqués tout à l'heure, pour dire quand on avait un échec sur un test ou un succès, et des petits marqueurs ici pour indiquer sur quel chapitre on se trouve pour une quête. Donc ça nous aide à suivre la progression sur les quêtes principales des personnages. Je crois que j'ai fait le tour des éléments qui composaient. On va pouvoir passer directement, alors bon, ça dure depuis un petit moment, mais on va passer au tour de jeu et la façon dont on fait ces actions, pour que vous puissiez comprendre le déroulement d'un tour de jeu dans Big Trouble in Little China. 1, 2, 3. We may be trapped. Donc le tour de jeu se décompose en deux phases, la phase des héros et la phase des ennemis. Lors de la phase des héros, la première chose que l'on fait, c'est que l'on retourne une carte Big Trouble. Donc les cartes Big Trouble ici, c'est ce qui va faire progresser le marqueur de menace qui se trouve en haut. Donc si je prends une carte Big Trouble au hasard, on va avoir différentes choses. Ici, l'avancée, alors je vais me mettre ici, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc voilà l'exemple d'une carte Big Trouble. En haut à gauche, vous avez le nombre d'emplacements qui vont être avancés sur la piste de menace. Donc ici, par exemple, cette carte-là, quand je la retourne, il faut que j'avance mon marqueur de menace de 3. En tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 emplacements avant d'arriver au centre pour la menace. Donc vous voyez, quand ça avance de 3, c'est la plus forte valeur normalement, hein, c'est que ça avance beaucoup quand même. Donc on va avoir un timing dans le jeu qui est contraignant, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas falloir passer son temps à taper des minions, mais il va falloir progresser sur les quêtes, parce que le temps joue contre nous. Et le temps est donc représenté par les cartes Big Trouble. Ensuite, en dessous, vous avez un événement avec un texte narratif et l'effet sur le jeu. Et enfin, vous avez la partie spawn, qui est l'arrivée de nouveaux minions dans le jeu. Et ça vous dit, en fonction du nombre de joueurs, l'endroit où ils spawnent, donc ça pas en fonction du nombre de joueurs, mais à chaque fois l'endroit où ils spawnent, et en fonction du nombre de joueurs, quels sont les minions qui spawnent. Voilà, ma carte elle glisse beaucoup. Donc quels sont les minions qui spawnent? Donc ici par exemple, en 1 et 2 joueurs, on a 2 Lords of Death et un gardien, qui spawn en S18, donc l'emplacement de rue numéro 18. Si jamais j'étais en mode 3-4 joueurs, en plus
de la première ligne, j'ajouterai, il y a marqué un plus, plus Wing Kong 6 Shooter. Et en Director's Cut, j'ai un Lord of Death supplémentaire. Donc voilà comment va se dérouler le spawn des minions dans le jeu. Donc j'en tire une de carte, Big Trouble, je résous ces différents effets, donc l'avancée de la carte, la piste menace, l'effet et le spawn de minions. Donc très simple. À savoir que pour le premier tour, on ne fait pas avancer la menace, et on ne fait pas l'effet, on ne fait que la partie spawn. Donc on espère toujours, lors du premier tour, tomber sur une carte qui fait avancer 3, parce qu'on ne va pas faire avancer la piste de menace. Une fois qu'on a fait cette carte Big Trouble, eh bien, donc ça c'est pendant l'acte 1. Pendant l'acte 2, on verra que c'est différent. On décide qui est-ce qui est le premier joueur. Donc on peut décider entre les personnages qui est-ce qui commence le tour de jeu. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc à 2, c'est assez sympa parce qu'on va pouvoir faire nos actions dans l'ordre que l'on veut. Donc si on décide que c'est Jack, c'est Jack qui va faire le tour et ensuite ce sera Wang Shi. Si on décide que c'est Wang Shi, d'un tour sur l'autre, on peut changer selon ce qu'on a besoin de faire. Une fois qu'on a décidé qui est-ce qui faisait son tour, chaque héros va faire son tour d'action. Donc un tour d'action, ça correspond à quoi? Donc on vérifie systématiquement si la carte, si on a une carte L déjà présente, si elle a un effet sur notre tour de jeu. Et ensuite, on va lancer nos dés d'action. Donc en fonction du nombre de dés d'action, on va les lancer. Et ensuite, avec notre pool de dés d'action, donc ça peut être 4, 5 ou 6 dés, on va faire nos actions dans le jeu. Donc comment est-ce qu'on fait une action? Et quelles sont les actions qu'on va avoir de disponibles? Donc, je vais prendre Jack en exemple et je vais faire un lancer de dés. J'en ai... je refais un. Voilà. J'ai ce pool d'actions disponible. Donc, vous voyez que j'ai 2 Spirit, un Mind et un Body. Quelles sont les actions que je peux faire dans le jeu? Les actions que je peux faire dans le jeu, il y a le mouvement, le combat, donc un test de combat, le test de compétences qui nous sert pour résoudre des quêtes comme on a vu tout à l'heure, l'action de quête pour utiliser des dés d'action pour une quête, avec des symboles précis dessus, et le repos. Vous voyez, ça ce sont les 5 actions que l'on peut faire avec les dés d'action. En plus de ces actions avec les dés d'action, on a des actions gratuites, donc qui ne nécessitent pas d'action, qui ne nécessitent pas d'utiliser un dé d'action dans un emplacement. Par contre, pour pouvoir faire une action gratuite, il faut qu'on ait au moins encore un dé d'action non utilisé. Ça veut dire que si j'ai utilisé mes 4 dés d'action, je ne peux pas faire d'action gratuite. Je ne peux pas me déplacer par exemple avec le dernier dé d'action, arriver sur une zone où il y a un marqueur de quête et révéler la quête. Ce ne sera pas possible, parce qu'il ne me restera pas de dé d'action derrière. Donc systématiquement, pour faire les actions gratuites disponibles que je vais énumérer, il faut qu'il nous reste au moins un dé d'action. Les actions gratuites, c'est quoi? C'est justement révéler une quête, quand on se trouve sur un emplacement avec un marqueur de quête secondaire ou un marqueur de quête principal. À ce moment-là, s'il nous reste des dés d'action, on peut révéler la quête en question. Ouvrir une caisse. Donc si jamais on se trouve sur un lieu avec une caisse comme ça, et qu'il nous reste des dés d'action, on peut ouvrir la caisse et récupérer ce qu'il y a dedans. Utiliser un équipement, c'est pareil, il faut qu'il me reste des dés d'action, même si l'équipement en lui-même, je ne vais pas utiliser de dés d'action, il faut qu'il m'en reste, et à ce moment-là, je peux utiliser l'équipement, on verra le tour des différents équipements qui existent un peu plus tard. Échanger, je peux échanger un pion équipement, par exemple ici, les pions équipements, ils sont sous cette forme-là, je peux échanger un pion d'équipement avec quelqu'un d'autre, donc échanger des équipements, si je me trouve dans le même lieu, dans la même zone, non, pas dans la même zone, dans le même lieu, donc le même espace, qu'un autre personnage. Je peux faire un échange, c'est gratuit. Donc, très important, pour faire les actions gratuites, comme récupérer une caisse ou révéler une quête, il faut qu'il me reste des dés d'action. Je ne peux pas dépenser tous mes dés d'action pour ensuite obtenir des actions gratuites. Voilà, il faut s'en rappeler
Peut-être que je ferai l'erreur pendant la partie si je ne m'en souviens pas. C'est la petite gymnastique à connaître. Pour les actions avec les dés, donc on a dit qu'on avait le mouvement par exemple. Le mouvement, bah, ça veut dire que je vais dépenser, quand je dépense un dé, donc n'importe quel dé utilisable, je le mets dans la ligne qui correspond au symbole. Donc ici le spirit, je peux le mettre par exemple, si je veux faire mon mouvement, je peux faire mouvement avec un spirit en plaçant le dé ici. L'emplacement qui est ici est normal, ce n'est pas un emplacement épique, donc je fais l'action mouvement de façon normale. L'action mouvement de façon normale, c'est me déplacer de 2 lieux, de 2 espaces. Donc 1, 2, hein, n'importe où, du moment qu'il y a une ligne blanche, enfin du moment que je peux me déplacer dedans, je fais 2 mouvements. Si jamais j'avais besoin de me déplacer de 3, c'est la version épique du mouvement qui permet de se déplacer de 3 espaces, et bien je pourrais me dire j'ai besoin de faire 3 ou j'ai besoin de faire 6 par exemple. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est utiliser un dé d'action body, le mettre ici, puisque le premier emplacement sur ma ligne body, c'est un emplacement épique. Et si j'utilise ce dé-là, à cet emplacement-là, pour faire mon action de mouvement, je peux me déplacer de 3. Donc voilà le choix qu'on va devoir faire quand on va jouer. Utiliser ces dés pour faire les actions qu'on a envie de faire. Je pourrais aussi me déplacer de 5 par exemple. Alors comment je pourrais me déplacer de 5? Je pourrais très bien mettre un dé ici pour faire un mouvement de 2, et un dé ici pour faire un mouvement de 3 ensuite, donc un mouvement de 5 en tout. Sachant qu'on découpe chaque action, hein. Je fais mon mouvement de 2 d'abord, le mouvement de 3 ensuite. Puisque là, mon deuxième emplacement de spirit est un emplacement épique. Ou alors, je garde le épique pour faire un combat, par exemple. Je me suis déplacé de 2, je me déplace de 2 encore en utilisant un emplacement classique, un emplacement simple. Et puis, je garde ces deux-là pour faire une action d'attaque importante, puisque je vais me mettre ici, c'est une action épique, et ici, une action épique également. Et je peux utiliser 2 dés pour la même action de combat. Donc le mouvement, on a vu, c'est 2 lieux, 2 espaces ou 3 espaces, en fonction que c'est normal ou épique. Le combat. Alors le combat, comment ça va se gérer au niveau d'utilisation? Eh bien en fait, on va créer un pool de dés de combat, de dés de compétences pour le combat. À savoir que quand je mets mon marqueur dans un emplacement normal, donc par exemple si j'utilise ça pour faire mon combat, je vais récupérer, pour chaque dé d'action que je vais utiliser pour le combat, pour l'action de combat, je vais récupérer un dé de compétence, un dé normal. Si jamais je rajoute un dé sur un emplacement épique, je vais récupérer un dé de compétence, mais épique. Ils sont en jaune et ils sont plus puissants. Et puis je pourrais très bien dire, tiens, pour m'assurer le combat, j'ajoute également un autre spirit, donc là, c'est dans un emplacement épique, donc je vais prendre un autre dé épique. Et donc, pour faire mon combat, je pourrais lancer ces 3 dés. Je vous rappelle, quand on fait un combat, on va lutter contre des minions, par exemple, qui ont une valeur de défense. Par exemple, lui, il a une valeur de défense de 3. C'est simple, c'est qu'avec les dés que j'ai récupérés pour mon action de combat, je vais devoir obtenir au minimum 3 succès, plus d'éventuels bonus que j'aurai sur des cartes. Donc si je les lance, là, ici, j'obtiens, vous ne le voyez pas, j'obtiens un petit marqueur qui est un résultat raté, et un 2 et un 1. Donc 3 en tout, j'ai réussi à battre ce minion-là, avec mon action de combat. Mais mon action de combat m'a coûté 3 dés d'action. Donc parfois, en fonction de la chance qu'on pense avoir, ou du résultat qu'on veut obtenir, donc pour avoir 3 par exemple, on aurait pu se dire, peut-être qu'un dé épique et un dé normal, ça suffit, ou 2 dés épiques. Donc peut-être que j'aurais dépensé un dé d'action en moins, pour avoir plus d'actions autres à effectuer, ou faire une autre attaque sur quelqu'un d'autre. Donc voilà toute la gestion des dés d'action et des dés de combat. Donc là, dans le cas où j'avais fait mes 3 succès, le minion est éliminé, je retire sa figurine, je gagne 3 chi. Si jamais j'avais raté mon dé, donc si j'avais fait moins de 3 succès, et que j'étais sur l'emplacement du personnage, c'est-à-dire que j'étais pas à distance, il m'aurait fait une contre-attaque et je prenais 2 de dégâts. Et là, ici, c'est 2 dégâts sur chaque personnage présent dans le même lieu. Donc ils ont tous des notions de contre-attaque différentes. Donc on a vu pour le combat. Donc vous voyez que pour le combat, et ça va être la même chose pour les tests de compétences, c'est-à-dire que le test de compétences, on récupère un certain nombre de dés de compétences, donc normaux
ou épique, et on les lance et on a un nombre de succès. Donc dans le combat, c'est par rapport à la défense. Pour les tests de compétences, c'est par rapport à un niveau de compétence, un niveau de test qu'on doit effectuer. Ben, on avait vu ici, je crois, non, pas ici. Vous voyez qu'ici, il y a un skill check de 3, il faut avoir 3 succès sur un skill check, et ici un skill check de 5. Donc c'est le nombre de succès qu'on doit obtenir quand on fait un test de compétence. Alors c'est pas une compétence précise, hein, c'est un test de compétence. Donc il faut maximiser les possibilités de réussir des succès, et minimiser l'utilisation des dés d'action. C'est une combinaison des deux, il faut choisir. Et ça fait partie du côté sympathique du jeu, parce que c'est pas compliqué, et c'est toujours intéressant, il y a un peu de chance, c'est assez sympa. Après, vous voyez que si je dépense 5 dés d'action pour une action de combat ou une autre action, je vais sûrement pouvoir réussir l'action, sans problème. Sauf à pas avoir de chance. Hein. Mais par contre, je vais faire du coup moins d'actions, donc ce sera un choix à faire. Donc si jamais je prends des dégâts, je descends mes dégâts ici. Quand je gagne le chi, je le gagne ici. Si j'atteins le level up, je vais immédiatement pouvoir passer au niveau suivant et faire le choix sur mon passage de niveau. Une fois que j'ai fait mon level up, je reviens à 0. Si je dépasse le nombre de chi, c'est-à-dire si je suis ici, je suis déjà à 9 et je gagne 3 chi. Donc je vais faire 1. Je passe au niveau suivant. Et puis le 2 et le 3, je les compte quand même, je ne les perds pas. Donc je repars à 2. Et je repars pas à 0. D'accord ? Donc on a vu les tests de combat. Les tests de compétences, c'est la même chose au niveau de l'utilisation du dé et ce qu'on récupère comme test, comme dé de compétences. Le task action, c'est que en fait, j'utilise mon dé pour dire, bah voilà, on va voir sur par exemple sur ça, ici, on a besoin de faire les différents symboles. Donc en une fois ou en plusieurs fois. Donc si j'obtiens ce symbole-là, je peux dire, bah je fais une task action pour celui-là. Alors pas ici, parce que j'ai pas de marqueur. Ici, je pourrais dire, bah voilà, j'utilise ce dé-là, et ce dé-là, pour faire ma task action. Donc ça veut dire que ces deux-là, ils seraient réussis. Il m'en faudra encore un. Ah, je vous fais voir quelque chose que vous ne voyez pas à la caméra. Donc par exemple ici, je pourrais dire, bah, j'ai utilisé ce dé-là et ce dé-là pour compléter ma quête, il me restera celui-là à obtenir. Alors, je ne me rappelle plus s'il faut le faire en une seule fois ou en plusieurs fois, mais il me semble qu'on peut le faire en plusieurs fois. Parfois ce sera des tests comme ça, parfois ce sera des combats. Hein, pour les quêtes même annexes. Donc ça sera pour les task action. Et si jamais vous utilisez un emplacement épique pour remplir une des conditions sur une quête, avec le symbole, bah ça veut dire que je peux très bien utiliser... Oh, ça c'est pas bon ici. Si j'utilise par exemple le body pour faire le côté épique, en épique, ça veut dire que je peux utiliser ce symbole-là pour remplir n'importe quel symbole de ma quête. Donc par exemple ici, je pourrais très bien dire que il me manquait un... Alors là, ce sera pas possible vraiment. Ah si. Si je fais ça, si j'ai ces dés-là, j'ai fait ce tirage-là, et j'ai besoin de remplir ces actions, je veux la faire en une seule fois. Bah, je pourrais très bien dire un parchemin, enfin un mind, ça remplit celui-là. Pour remplir celui-là, j'ai pas l'autre symbole parchemin. Alors si par contre j'utilise un emplacement épique, je peux utiliser n'importe quel symbole pour faire ce symbole-là. Donc j'utilise par exemple le body, ou le spirit. Alors le spirit il me servira à rien, il faut que je dépense 2 dés pour avoir une version épique. Mais bon, je pourrais très bien faire ça, et ça me ferait mon deuxième parchemin. Et ensuite le body ici. Voilà. Donc ça c'est pour les actions, pour les différentes tâches qu'on doit faire dans le jeu. Et enfin, le repos. Bah, le repos, c'est si j'utilise un emplacement normal, je me repose de 2 points de vie, je vais récupérer 2 points de vie. Si je suis au maximum, je vais gagner 1 point de chi. Donc si je fais un repos alors que je suis au maximum de points de vie, c'est pas forcément utile, c'est vraiment perdre une action un petit peu, mais je vais gagner 1 point de chi. Et si je le fais en version épique, je récupère 3 points de vie, au lieu de 2. Donc, voilà. Sachant que, donc, vous vous rappelez les dés du destin qu'on a présenté au début, si je prends ce dé-là au début de mon tour, et que j'utilise ici,
ça va correspondre à 2 dés d'action ici. Donc 2 fois l'action ici, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 points de vie quand je fais une action de repos, j'en ai 4. Mais en un seul dé, en un seul emplacement. Voilà ce qui est des actions et de l'utilisation du plateau. Donc c'est la mécanique principale du jeu, elle est valable sur l'acte 1, elle est valable sur l'acte 2. Donc ça, c'est le tour des héros. Donc chaque héros va utiliser son pool de dés et l'utiliser et le faire complètement. Ensuite, on passe au deuxième héros, qui n'a pas encore joué, et ça met fin à la phase des héros. Une fois que les héros ont joué, et donc évidemment, on se rappelle qu'à la fin de la phase d'un héros, si on a utilisé un dé du destin, on le lance et on le place en le premier emplacement libre, et en fonction du résultat du lancer, ça peut être bien ou pas bien. On applique l'effet. Information, quand je lance des dés de skill, quel que soit le nombre de dés que je lance, si j'obtiens 3 têtes de démon dans mon lancer, dans mon premier lancer, enfin même d'ailleurs si je fais du reroll, je crois bien, voilà. Si j'obtiens ça dans un lancer de dés, quel que soit le nombre de dés, hein, si j'ai 3 têtes de démon, donc au-delà du fait que ça va me faire sûrement rater mon action, ça me fait piocher une carte, je dis pas de bêtises. Il faut que je retrouve ça. Ça me fait normalement, je crois, piocher une carte L1. Ah non, ça va. Donc si je tire 3 démons dans le jeu, je perds immédiatement 3 points de vie. Donc attention, quand vous êtes bas en niveau de vie, et que vous faites un lancer avec beaucoup de dés, vous avez toujours une chance d'avoir de la mauvaise chance, c'est un peu le fumble dans le jeu. Si vous tirez 3 démons, bim, 3 points de vie en moins, quel que soit le résultat de l'action. Donc l'action peut être finalement réussie, mais vous en payez un peu le prix. Donc ça ne vous fait pas rater l'action, hein, si vous avez assez pour faire votre action, mais vous perdez 3 points de vie. Donc ça c'est le tour des héros. Ensuite vient le tour des ennemis. Donc les ennemis, je vais essayer de faire une petite configuration ici. Je vais voir pendant la partie comment on filme, si je zoome, si je change l'angle de caméra à chaque fois. Donc les ennemis, on va dire par exemple, j'ai un gardien, un ennemi ici, j'ai Wang Shi qui se trouve ici, Jack qui se trouve ici. J'espère qu'on le voit bien, je vais peut-être les mettre à allonger. Là j'en ai un, là j'ai Jack. Ici j'ai Wang Shi, et ici j'ai un gardien. Donc autour des ennemis, les ennemis, ils vont systématiquement essayer d'attaquer nos héros. Ils vont se rapprocher du héros le plus proche dans leur zone. Donc la zone, par exemple, quand les ennemis sont dans la rue, de toute façon ils peuvent être que dans les rues normalement, sauf s'ils apparaissent dans un bâtiment, mais il me semble pas qu'ils apparaissent dans un bâtiment, ce sera toujours que dans les rues. Donc la zone des rues, c'est une seule zone. Donc si mon héros se trouve dans une rue, il va se trouver dans la même zone que les minions. Ça veut dire que Jack, qui lui se trouve dans un bâtiment, qui est séparé par une ligne rouge, pour l'entrée du bâtiment, ici et ici, les minions ne traversent pas les lignes rouges. Donc un minion qui apparaît dans la rue ne peut pas rentrer dans un bâtiment. Il sera bloqué à cet endroit-là. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les minions vont chercher le héros le plus proche dans leur zone. Donc évidemment, dans cette configuration-là, Jack est dans un bâtiment, donc il n'est pas inquiété par les minions vont aller chercher Wang Shi uniquement. Donc lors de leur phase d'activation, qu'est-ce que je voulais dire ? Lors de leur phase d'activation, chaque minion va se déplacer et attaquer s'il peut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais faire un ordre dans les minions, hein. Normalement je fais l'ordre d'apparition. Donc le minion qui est par exemple Lords of Death. Donc il a un déplacement de 3. Donc il va se déplacer de 3 en direction du héros dans la même zone que lui,
et qui est le plus proche. Là, le plus proche dans la même zone que lui, c'est Wang Shi, parce que c'est le seul qui est dans sa zone. Donc il va faire 1, 2 et 3, et il va pouvoir faire son attaque, parce qu'il se trouve, lui il attaque au corps à corps, et il se trouve dans la même zone que Wang Shi. Donc l'attaque d'un minion, comment ça se passe? Je vous l'ai dit, ici vous avez son type d'attaque, donc contact ou distance s'il y a une balle, et son nombre de dégâts. Donc lui, par défaut, il va nous faire 2 de dégâts, 2 points de vie. Un héros, sur sa fiche de personnage, il a un nombre de dés de défense, qui est indiqué en dessous des autres lignes, qui est indiqué ici, défense. C'est le nombre de dés qu'il va lancer à chaque attaque qu'on fait sur lui. Donc, je prends ces dés-là. Potentiellement, j'ai des dés bonus liés à mes cartes. Je les lance, et chaque succès, là j'ai de la chance, chaque succès va éliminer un point de dégâts. Donc là, par exemple, en faisant 3, contre les deux d'attaque du Lords of Death, je ne prends aucun dégât. Pas mal. Si jamais j'avais fait moins que 2, je prenais la différence en points de dégâts. Donc si je fais qu'un succès en défense, j'élimine un dégât, mais j'en prends un. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous voyez qu'un garde, quand il vous fait 5 de dégâts, vous avez plutôt intérêt à faire un bon jet de défense. D'où l'intérêt de certaines cartes, ou de compagnons, ou de capacités spéciales qui vous donnent droit à des bonus sur les jets de défense. Donc par exemple, Gracie, qui est avec Wang Shi, elle avait un succès automatique sur les jets de défense. Donc en plus de mes 3, j'avais 4 en défense. Mais vous voyez que j'ai toujours pas atteint le 5e. Donc voilà pour la défense et pour l'attaque d'un minion. Donc là, on a vu que le premier minion allait sur sa zone à lui pour l'attaquer. Le gardien, il fait pareil. Il va faire 1, lui il se déplace, le gardien, il se déplace de 3. Il y a une petite botte avec 3. Donc le gardien, il était là, il va faire 1, 2, et il arrive, il s'arrête parce qu'il y a un héros. Et lui, son attaque, c'est de faire spawner un nouveau minion. Donc, du coup, vous n'êtes plus dans le cadre. Donc voilà, ici, le gardien qui arrive sur la même zone que Wang Shi. Par contre, si j'avais fait... Alors, on va faire comment la configuration? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, ici, je me retrouve dans une configuration, j'ai Jack qui est dans la rue, donc qui est dans la même zone que Wang Shi et que le minion qui se trouve ici, et que le gardien aussi. Le Lords of Death qui se trouve ici, quand il va se déplacer, dans la même zone, il y a 2 personnages. Il va prendre le plus proche. Donc là, on a quoi? 1, 2, 3, et 1, 2, 3, ils sont au même niveau de distance. Si jamais Jack était là, le minion se déplacerait vers Jack, parce qu'il n'a que 2 de distance. Mais là, ils sont à une distance équivalente. À ce moment-là, on compare le chi de chaque personnage. Donc celui qui a le chi le plus élevé, il attire le minion. Vous voyez, c'est celui qui va être le plus proche de passer le niveau qui va attirer le minion. Et en cas d'égalité, les joueurs choisissent. Donc là, si jamais Jack avait un chi plus important, le minion irait vers Jack. Et si c'est Wang Shi qui avait un chi plus important, il se déplacerait vers Wang Shi. Ici, par contre, le gardien qui se trouve ici, il est dans la zone des rues, le plus proche serait Wang Shi, donc il irait ici, sans comparer le niveau de Shi, Wang Shi, de chaque personnage. Et donc on déplace et on attaque. Chaque minion va se déplacer et attaquer. Et à chaque fois qu'on se fait attaquer, on fait un jet de défense. Donc les minions qui tirent à distance, par contre, ne se déplacent que jusqu'à ce qu'ils soient à distance, pour tirer. Pas la peine de s'approcher dans la zone du personnage pour faire une attaque à distance. Donc voilà pour le tour des ennemis. Une fois que les minions ont attaqué, sont déplacés et attaqués, ce sont les boss qui se déplacent et qui attaquent. Hein. On fait dans cet ordre-là. Et pour l'acte 2, on verra que c'est un peu différent. Enfin, il y aura toujours les mouvements des boss et des minions, mais il y aura des choses en plus. Donc voilà, vous voyez la structure du jeu, la structure du tour de jeu. Vous l'avez, je vous l'ai résumé. En termes de règles, il n'y en a pas plus. Donc je l'ai pris mon temps, je l'ai fait calmement, j'espère. Et on va
est-ce qu'on parle d'autre chose? Ah si, particularité sur le plateau de jeu. En bas, dans le souterrain, en termes de déplacement, vous voyez que chaque zone a une couleur, dans les égouts de la ville en fait, qui vont correspondre à une couleur ici aussi, de plaque d'égout, dans le jeu. Donc ici on a du bleu, ça veut dire que je peux rentrer ici, et pour un mouvement, je me retrouve ici. Pour un mouvement normal. Ici, je rentre par le vert en U1, et hop, les deux endroits communiquent, via un point, une action de mouvement, enfin un déplacement de 1 en mouvement. Celui-là se déplace ici. Et ici. Mais on a également une zone d'action ici, donc qui est valable, quel que soit l'endroit où on se trouve dans les égouts, enfin dans le monde souterrain, qui est le déplacement rapide. Alors, le déplacement rapide, ça veut dire que n'importe où vous êtes, vous allez vous déplacer n'importe où dans le souterrain et sur les plaques d'égout. Mais en échange, et c'est une action gratuite, ça ne vous coûte pas de dé d'action. Mais par contre, il faudra lancer un dé de compétence, un dé gris comme ça, et en fonction du résultat, on va prendre des dégâts. Donc si c'est une tête de démon, on prend 5 de dégâts, un succès, 3 dégâts, et 2 succès, 0 dégâts. Donc 2 succès, je pense qu'il y a une chance sur 6 de ne pas avoir de dégâts quand on fait le déplacement rapide. Mais ça permet de ne pas dépenser de dés d'action et de compter et de perdre du temps. C'est vraiment le voyage rapide. Sur les, donc celui-là c'est particulier, parce que c'est une action de zone qui ne nécessite pas de dés d'action, c'est une action gratuite de zone. Ailleurs sur le plateau, vous avez des actions de zone qui nécessitent l'utilisation d'un dé. Et généralement de n'importe quel dé. Il y a marqué any, un carré avec marqué any, c'est n'importe quel dé. Parfois il en faudra 2. Une action de zone est utilisable dans n'importe quel espace de la zone. Ça veut dire que je me trouve à l'endroit où c'est marqué, ou dans un autre lieu de la même zone, donc du même bâtiment, en gros, et ben je vais pouvoir faire cette action-là. Donc par exemple ici, chez Egg Foo Young Tours, je peux mettre n'importe quel dé pour récupérer un des équipements présents. C'est pareil à Dragon of the Black Pool, c'est pareil à Black Market, et c'est tout. Et ici, à la Buddha Shrine, en plaçant un dé, on peut supprimer une carte L qu'on aura récupérée. Donc si vous êtes mort une fois et que vous avez récupéré une carte L qui est pénible, on peut se rendre ici et utiliser n'importe quel dé d'action. Donc on met dans un slot pour retirer une carte L. Si j'en dépense 2, je peux retirer la carte L de n'importe qui. Donc s'il est à l'autre bout du plateau et que nous on est plus proche, on peut lui retirer une carte L. Donc voilà, les magasins que vous avez, enfin ce sont des sortes de magasins à chaque fois, puisque à chaque fois il y a des équipements à l'intérieur. Et je vais en profiter pour faire le tour des équipements disponibles dans le jeu. Donc qui seront soit disponibles en magasin, soit au verso des caisses que l'on trouve en jeu. Je vous rappelle que les caisses, elles arrivent sur le plateau via des quêtes standards, des quêtes génériques. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle quête générique, qu'on en termine une, on a une nouvelle quête générique qui se met en place, et qui va pouvoir apporter une caisse dans les rues, ou dans un emplacement. Qu'est-ce qu'on a comme équipement? Eh bien, on a le remède Egg Remedy, donc un remède à base de qui nous fait regagner, donc si on a l'objet sur soi, si on l'a récupéré, qui nous fait remettre notre vie au maximum. Mais une fois que c'est fait, on enlève le marqueur du jeu, il ne revient pas en jeu. On ne pourra pas le récupérer à nouveau dans la boutique. Tous les marqueurs sont limités, tous les tokens sont limités en nombre. Ensuite, on a le Fortune Cookie. Le Fortune Cookie nous permet à notre tour d'utiliser 2 dés du destin au lieu d'un. Normalement, on est limité qu'à un seul dé du destin pour notre tour d'action. Avec le Fortune Cookie, on le dépense et on peut avoir 2 dés du destin. Mais évidemment, on peut subir 2 fois les effets du dé du destin. Ensuite, le Huge Buzz, donc c'est la grosse rumeur, qui est un petit sac comme ça. Ça nous permet de se déplacer sur n'importe quel lieu. On peut aller sur n'importe quel lieu des rues. Voilà, ça permet presque une téléportation quelque part. Ensuite, le dragon, le sort de dragon, Dragon Spell. Celui-là, il peut être utilisé comme un dé d'action de Joker. N'importe quel dé d'action. Donc ça permet de prendre un emplacement, même épique. Il faut lui donner sa valeur. Ensuite, on a les feux d'artifice chinois, comme ça. Donc c'est très pratique quand il y a beaucoup de monde sur un lieu.
et qui se par exemple pas mal de Lords of Death, ça permet de faire un jet de 5 dés de skill normaux, en type attaque à distance, et on répartit les dégâts, donc les succès, sur les différents ennemis. Donc si par exemple je fais 6 succès sur des Lords of Death, et qui ont besoin que de 2 succès pour être battus, ça m'élimine 3 Lords of Death. Je vérifie d'ailleurs si c'est pas tous les dégâts sur chacun. Enfin bon, vous voyez l'idée en tout cas. Ah non. Donc cette attaque avec les feux d'artifice chinois, ça nous permet de faire une attaque avec 5 dés de skill, et tous les minions sur le lieu qui ont une défense qui est inférieure ou égale au nombre de succès qu'on a fait, prennent un shoot, sont éliminés donc du coup. Donc ça veut dire que si je fais 4 succès et qu'il n'y a que des Lords of Death ou que des minions qui ont moins de 5 en défense, ils sont tous éliminés. Donc ça peut être un bon plus quand il y a un endroit bien chargé. Ensuite, on a les Casting Bones. Les Casting Bones nous permettent, c'est un peu l'oracle, nous permet de regarder la carte Big Trouble qui va arriver et de la placer en dessous si on a envie, ou de la remettre sur le dessus. Donc ça permet par exemple, si on a un niveau de threat ou un effet ou un spawn qui ne nous intéresse pas trop, de le dégager. Ça ne veut pas dire que le suivant sera mieux, hein, mais voilà. On aura également des Lucky Coins, alors ça sera sur les caisses. Sur les caisses, on aura en plus une pièce de chance. La pièce, le Lucky Coin, nous permet, donc ce sera derrière une caisse, hein, le marqueur, nous permet de relancer n'importe quel nombre de dés, même des dés non utilisés de destin, et parmi les dés non utilisés d'action. Donc par exemple, j'ai mon pool de dés d'action que j'ai lancé, j'ai un Lucky Coin, et où je veux faire une action précise, j'ai pas ce qu'il faut pour faire une action épique par exemple, je peux relancer n'importe quel nombre de dés. Et je dépense mon Lucky Coin. Il y a aussi possibilité de défausser d'une carte L, mais également sur les caisses, on peut trouver, en plus des autres objets, un Lords of Death qui arrive, une malédiction de Lopan, donc à ce moment-là, c'est une sorte de piège, on prend 4 points de vie dans la tête. Alors si vous faites ça alors que vous avez 4 points de vie, eh ben, vous allez récupérer une carte L et revenir à votre maximum, mais bon, c'est pas génial. Et en plus, quand un personnage meurt, je dis pas de bêtises, mais on prend une carte L et on fait avancer la Big Trouble Track, normalement. Et L Portal... Voilà, c'est ça. Et si on a un portail vers l'enfer, on gagne une nouvelle carte L. Alors normalement, une nouvelle carte L, ça remplace celle qui existe. Donc si elle n'était pas trop pourrie, on peut en récupérer une plus pourrie. Parce qu'on peut avoir qu'une seule carte L par personnage, normalement. Donc voilà ce qu'on pouvait trouver sur les boutiques, donc on peut récupérer en allant le chercher. Hein. Donc si j'ai mon personnage qui se trouve ici, il arrive ici, il peut faire dépenser un dé d'action pour prendre un des 2 équipements. Et par contre, les équipements ne se remplissent pas à nouveau. Donc voilà, je vous ai fait le tour des règles de Big Trouble in Little China pour l'acte 1. Alors l'acte 2, les règles sont grosso modo quand même les mêmes. La différence sur l'acte 2, ça va être la disposition du niveau, parce qu'on est sur 3 étages, avec l'Opan qui se trouve au milieu, et il va falloir faire certaines choses pour pouvoir passer sur les niveaux supérieurs, récupérer des clés. Et il y aura une progression différente, il y aura une piste de menace aussi, qui va signaler la fin du jeu, et donc si on n'a pas battu l'Opan avant ce décompte-là, on aura perdu la partie, et cette piste de menace va avancer à chaque phase ennemie. Et on aura quand même il me semble qu'on aura quand même une Big Trouble, ah peut-être pas, non, en acte 2 on n'aura pas de carte Big Trouble. On vérifiera seulement les cartes des boss, qui ont des effets récurrents. Voilà pour les règles. Dans une prochaine vidéo, on fera une partie, alors complète ou pas, je verrai selon la rapidité, normalement à 2 joueurs, enfin avec 2 personnages,
c'est plutôt rapide. Si je me pose pas trop de questions, on essaiera d'aller à l'essentiel, mais vous aurez une bonne idée de la teneur du jeu. On verra pour les quêtes, on essaiera d'aller directement sur les quêtes pour les résoudre. Point important, le jeu n'est pas là pour aller dégommer du mignon en permanence. Il faut plutôt rusher sur les quêtes, parce que c'est les quêtes qui vont conditionner votre acte 2. Si vous voulez un acte 2 qui soit plutôt facile, il vaut mieux rusher et faire les quêtes, et dépenser des dés d'action pour faire les quêtes, que de s'embêter avec les mignons. Donc on va falloir plutôt éviter les mignons, ou pouvoir les supprimer quand il faut. C'est pas un jeu, c'est pas un zombicide où on va taper dans le tas pour éliminer un maximum d'ennemis. C'est plutôt faire les quêtes et se débarrasser des mignons qui nous mettent des bâtons dans les roues finalement, qui nous retardent. Et les mignons sont plus là pour retarder que pour être là comme chair à canon. A savoir que si je veux quitter un endroit qui contient des mignons, je vais prendre un dégât par mignon sur l'endroit où je suis. Donc si je veux quitter un endroit où il y a 4 mignons, je vais prendre 4 dégâts quand je me déplace. Donc c'est aussi important à savoir, mais parfois c'est peut-être nécessaire pour pouvoir faire autre chose. Très important aussi, les mignons ne rentrent pas sur les espaces qui ont des traits rouges, donc si je suis ici, les mignons ne vont pas rentrer dessus. Par contre, s'ils spawnent à l'intérieur, pour X raisons, à ce moment-là, ils pourront venir me combattre. Pareil pour les bâtiments, si les mignons sont dans des bâtiments, ils vont rester à l'intérieur du bâtiment, mais je ne sais pas si c'est le cas, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils spawnent dans les bâtiments, mais si c'était le cas, ils resteraient à l'intérieur du bâtiment, ils ne pourraient pas sortir, et quand ils sont dans la rue, ils ne vont pas rentrer pour nous attaquer, donc on serait à peu près à l'abri dans un bâtiment, mais on sera limité en déplacement. Il faudra bien passer par la rue à un moment donné. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie de Big Trouble in Little China, Jack Burton dans les griffes du mandarin.